Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui suivent les conférences depuis ce matin. Nous voilà déjà à la 5e conférence avec un thème bien particulier qui est souvent incompris. On va parler d'autisme aujourd'hui avec notre partenaire, l'association pour adultes et jeunes handicapés, plus communément appelée APAGE. C'est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicap depuis 1962. Donc on ne parle pas d'une petite structure, c'est une très grosse structure, une association qui milite pour la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap pour construire une société inclusive. Dans l'un, 300 personnes sont accompagnées par la page. C'est 32 000 au niveau national et 9 établissements et services s'en occupent dans le département. Sur cette question, nous recevons Nelly Labruyère, qui est neuropsychologue et docteur en psychologie, donc, et Emma Gatineau, qui est infirmière à l'équipe autisme mobile de la page, de l'association. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Bonjour, oui, donc on intervient aujourd'hui sur, alors pas sur l'autisme, pas sur la santé, mais sur mon autisme, ma santé. C'est l'intitulé que Nelly a trouvé, puis qu'on a vraiment trouvé judicieux, puisqu'on ne peut pas parler de choses trop généralistes quand on parle d'autisme, puisque chaque personne porteuse de TSA, de troubles du spectre autistique, va avoir des problématiques bien différentes et des prises en charge nécessaires bien différentes aussi. Donc on est parti de quelques constats de départ qui n'étaient pas très réjouissants. Donc 30% des personnes porteurs de troubles du spectre autistique qui consultent leur médecin traitant repartent avec une prescription d'antalgique. Si le reste de la population se rend chez le médecin, on va être à 80%. Donc on voit déjà qu'il y a une inégalité au niveau de la prise en charge de la douleur et son soulagement. Les personnes avec autisme sont aussi beaucoup plus à risque d'avoir des inflammations, des douleurs, des infections que le reste de la population, donc notamment les migraines, les troubles dentaires. Et c'est pourtant eux qui sont le moins amenés à consulter leur médecin et les soins spécialisés. Et les douleurs des personnes avec autisme, c'est compliqué parce que pour certains, ils sont dans l'incapacité de la communiquer verbalement ou même au niveau de leurs expressions faciales. Et ça amène à des difficultés de comportement. Donc pour tous ceux qui sont inclus dans des structures médico-sociales, ça peut conduire aussi à des ruptures de parcours. Également pour ceux qui travaillent, qui sont en situation d'emploi, qui vont être dans l'incapacité de dire pourquoi aujourd'hui ou cette semaine, ils ne sont pas en forme et ils ne peuvent pas travailler. Ça peut conduire à des ruptures avec l'employeur. Mais il y a quelques constats qui sont bien plus réjouissants. Depuis une vingtaine d'années, il y a un changement de regard sur la santé, le handicap en général. C'est la fin des croyances. On arrête de penser que les nouveau-nés, les personnes déficientes ne souffrent pas quand on leur fait des soins ou qu'elles ne souffrent pas en général. Donc il y a vraiment eu des recherches dessus et une diffusion des savoirs comme quoi il faut prendre en charge également leur douleur, qu'elle est bien existante. Il y a eu des travaux de recherche un peu timides, mais il y en a de plus en plus autour des questions de la santé, du handicap, autour de la douleur, et des politiques qui mettent l'accent sur les populations les plus vulnérables et les personnes porteuses d'autisme en particulier en ce moment. On voit que ça ne déchaîne pas toujours les foules. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux autour de cette question, mais on est là quand même. L'accès aux soins des personnes autistes peut s'avérer complexe du fait des particularités de fonctionnement de ces personnes, mais également en lien avec une méconnaissance de ces mêmes particularités par le personnel soignant. Il nous paraissait donc important de vous présenter, de vous rappeler ce qu'est l'autisme aujourd'hui. L'autisme est considéré comme un trouble du neurodéveloppement. Neuro, car il est relié à un développement et un fonctionnement différent du cerveau. Développemental, parce qu'il affecte la façon dont la personne se développe. Il existe d'autres troubles du neurodéveloppement. Au-delà de l'autisme, on considère tout ce qui est les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles moteurs et du développement de la coordination motrice et la déficience intellectuelle. L'autisme peut être associé à un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement.
On parle d'autisme dans le langage commun, mais on peut retrouver différentes appellations des troubles en fonction des classifications utilisées, donc autisme, syndrome d'Asperger, de haut niveau, de bas niveau, typique, atypique, de Kanner, troubles envahissants du développement, spécifiés ou non spécifiés, certaines formes de dysharmonie. Autant de vocabulaires qui sont utilisés au niveau médical en fonction des lieux et qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre. Ce qui a amené à aujourd'hui regrouper tous ces termes sous un terme unique qu'on appelle les troubles du spectre de l'autisme, TSA. L'autisme, c'est un trouble complexe du développement de l'enfant, mais qui perdure toute la vie. Les premiers signes sont souvent présents avant l'âge de 3 ans, mais cela ne veut pas dire que la personne atteinte d'autisme va arrêter de se développer. Un trouble du neurodéveloppement ne veut pas dire que le développement s'arrête. Au contraire, la personne peut apprendre une quantité de choses et les symptômes peuvent évoluer de nature ou par leur intensité avec l'âge. L'autisme, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas un microbe. Ça ne se guérit pas, ça ne se voit pas. Ce n'est pas lié à un manque d'éducation ou aux caractéristiques psychologiques des parents. La personne n'attrape pas l'autisme, elle ne devient pas autiste, elle est née autiste, elle est autiste. On parle même de plus en plus de conditions autistiques. En quelques chiffres, on n'a pas d'études épidémiologiques très précises en France, mais on estime environ 700 000 personnes concernées par un trouble du spectre autistique, dont 100 000 ont moins de 20 ans. Cela concernerait une naissance sur 100. Et on considère aujourd'hui, les dernières études épidémiologiques montrent qu'il y aurait un enfant sur 100 âgé de 8 ans qui serait porteur d'un trouble du spectre autistique. Avec des études faites en région Rhône-Alpes en plus. L'un est dans la région, donc ça va très bien. Voilà. Il y aurait 3 fois plus de garçons que de filles, ou d'hommes que de femmes, 3 à 4 fois plus. Là, les chiffres aussi ne sont pas toujours très précis, en lien avec des raisons génétiques qui seraient un peu compliquées à vous exposer aujourd'hui. On a également une fréquence importante de comorbidité, donc de troubles associés, notamment 25 à 50% de retard intellectuel associés. Des troubles neurologiques, notamment l'épilepsie, des maladies génétiques, des déficiences sensorielles et on l'a déjà dit, d'autres troubles du neurodéveloppement, notamment les difficultés d'apprentissage et les difficultés d'attention. Des études canadiennes ont également montré une fréquence plus importante de presque tous les troubles médicaux chez les personnes TSA. Et on note aussi une mortalité 2 à 3 fois plus élevée chez les personnes avec TSA. Décès qui sont souvent le résultat des complications liées à d'autres conditions médicales, notamment l'épilepsie. Décès qui peuvent être aussi accidentels en lien avec des comportements dangereux ou risqués. L'autisme, on parle d'autisme en général, on a vu qu'il y a différentes appellations parce qu'on peut voir différentes formes d'autisme. En fait, ce qu'il faut appréhender aujourd'hui, c'est que les signes de l'autisme peuvent être très variables, selon les personnes, selon l'âge, par leur sévérité et par les troubles associés. C'est pour ça qu'on utilise le terme de trouble du spectre autistique, pour rendre compte de cette variabilité avec une coloration qui peut être très différente de l'intensité de l'autisme et des profils cliniques. Donc, avec des profils très variables sur ces différentes dimensions d'une personne à une autre. Donc, l'autisme se manifeste de manière très différente, mais on considère quand même 2 grandes catégories de troubles communs. Des troubles de la communication et des interactions sociales, et des comportements et des intérêts particuliers, restreints et répétitifs. Ce sont ces 2 grandes catégories de troubles qui sont au cœur du diagnostic des troubles du spectre autistique aujourd'hui. Au niveau de la communication et des relations sociales, c'est tout ce qui va concerner la façon dont la personne communique et interagit avec les autres. Donc on a souvent une absence de langage, ou en tout cas un retard dans la mise en place du langage, une difficulté dans la mise en place du langage, qui est très présente chez l'enfant, mais qui peut, à l'âge adulte, on peut avoir des personnes qui vont faire d'énormes progrès et avoir un langage plutôt fonctionnel. Là aussi, c'est très variable. Certains ne parleront pas, d'autres vont pouvoir parler de manière plutôt correcte.
On a souvent un langage atypique fait de répétitions de sons, de mots, de phrases ou de jargon. Une communication non verbale aussi qui est altérée avec une absence de gestes de communication comme pointer pour attirer l'attention. Le contact visuel qui est souvent décrit comme pauvre dans la communication, mais ça peut être aussi des enfants ou des personnes qui vont trop fixer leur interlocuteur quand il s'adresse à eux. Et des expressions faciales et émotionnelles qui sont souvent un peu limitées. On retrouvera des difficultés à initier et à répondre lors d'échanges avec les autres, à partager des intérêts ou des émotions avec les autres. Souvent des personnes qui sont décrites comme ayant peu d'intérêt pour les autres, en tout cas qui ont une tendance à préférer être seules, une difficulté à se faire des amis, donc avoir un cercle social important. Enfin, on a le domaine des intérêts et des comportements. À quoi la personne s'intéresse, quelles sont ses occupations, comment elle réagit. Dans l'autisme, on a souvent des mouvements ou des utilisations des objets qui est très répétitif. On connaît bien l'image de la personne autiste qui se balance ou qui a des mouvements, des maniérismes des mains, des doigts ou des flappings des mains et des doigts. Ce sont souvent des personnes qui aiment bien allumer, éteindre les lumières, faire descendre les rideaux électriques, les interrupteurs ou faire tourner des objets sur eux-mêmes. On a souvent une intolérance au changement, une adhésion à des routines. Donc tout changement dans le quotidien peut être très, très, très mal vécu pour une personne avec autisme, entraîner du coup des comportements un peu compliqués. Donc un changement ou un changement d'habitude, ça se prépare. On a aussi des intérêts spécifiques pour des thématiques peu communes. Alors on a souvent les passionnés de machines à laver, c'est assez fréquent chez les personnes TSA, ou tout ce qui va concerner les transports, que ce soit les trains ou les lignes de bus, ou dans des thématiques plus intellectuelles, on a des vrais passionnés d'histoire ou de sciences, mais ce sont des personnes qui vont vraiment avoir des connaissances très encyclopédiques dans ces thématiques-là, et ce sont souvent des intérêts très envahissants. C'est-à-dire que la personne, elle pense dinosaures du matin jusqu'au soir. On a aussi, et surtout, c'est ce qui va plus nous intéresser aujourd'hui, des réactions inhabituelles à certaines stimulations sensorielles, ce qui va entraîner des recherches ou des évitements de sensations. Alors, de manière plus précise, il y aurait dans l'autisme un problème de filtrage des informations sensorielles au niveau vraiment cérébral, où les sens reçoivent bien et transmettent l'information, mais le cerveau, chez la personne autiste, va traiter et analyser ces informations de manière différente, ce qui va entraîner une perception, une sensation, une sensibilité un peu particulière et entraîner des hypersensibilités ou au contraire des hyposensibilités, donc un manque de sensation, et ce qui peut conduire à des comportements d'évitement de la sensation ou de recherche de stimulation. Cela peut se produire dans toutes les modalités sensorielles, généralement pas toutes en même temps chez une personne. Il peut y avoir plusieurs modalités. Mais on peut retrouver au niveau visuel, avec soit des personnes qui peuvent être très, très sensibles à l'intensité lumineuse, soit au contraire agiter des choses devant leurs yeux pour se stimuler. Sur le plan auditif, aussi souvent des hypersensibilités auditives, notamment tout ce qui va être bruit de foule, de conversation, de voix chantonnées aussi, ça peut être très compliqué. Ou au contraire, par moments, des personnes qui ne vont pas faire attention à des bruits forts dans leur environnement. Au niveau de l'odorat aussi et du goût, soit des hyposensibilités, soit des hypersensibilités. On a souvent une hypersélectivité alimentaire avec des personnes autistes qui peuvent avoir du mal à manger certains aliments de fait de goût ou d'odeur auxquels ils sont particulièrement sensibles, du fait aussi de certaines textures qui peuvent leur être particulièrement désagréables. Au niveau du toucher, on a souvent aussi une hypersensibilité. Alors on a souvent... ça fait partie un peu des a priori que la personne autiste ne supporte pas qu'on la touche, n'aime pas être touchée, ce qui n'est pas vraiment vrai. Souvent, ils n'apprécient pas les effleurements, les caresses, les chatouilles, qui peut être très, très excitant, mais une bonne poignée de main ou un contact sur une épaule ne va pas forcément les déranger. On a aussi des particularités au niveau de systèmes sensoriels internes qui sont le système vestibulaire ou proprioception, qui sont situés au niveau de l'oreille interne ou des récepteurs au niveau des muscles et qui nous permettent en fait d'avoir le sens de l'équilibre et le sens de notre corps dans notre espace. Donc ce sont des sens qui sont très importants dans toutes les activités de motricité en fait, même pour marcher, on a besoin de savoir où se situe notre corps dans l'espace.
mais également voilà, pour différentes activités dans notre quotidien, et même au niveau attentionnel, ce sont des choses qui sont des sensations qui sont importantes. Et on a beaucoup de particularités chez les personnes autistes, d'où les balancements et l'utilisation de leur corps parfois un petit peu particulière. On pourrait, alors moi j'aime bien rajouter au niveau des sens, voilà, il n'y a pas que 5 sens, il y en a un peu plus. Il y a également tous les besoins corporels qui sont en lien avec des mécanismes physiologiques complexes et qui sont en lien avec des récepteurs sensoriels internes. Et dans l'autisme, on a les personnes qui ont souvent des difficultés à avoir la sensation de satiété, la sensation d'avoir faim, d'avoir soif ou de ne plus avoir soif, d'avoir envie d'aller aux toilettes. Ce sont parfois des choses très compliquées au niveau sensoriel pour les personnes avec TSA. On a également des troubles dans la perception de la chaleur. Qu'est-ce que c'est avoir chaud? On peut avoir un seuil de sensibilité qui est vraiment très, très différent chez une personne avec autisme. Et puis enfin, on a la perception de la douleur qui va être aussi particulière. Je me permets, donc il y a différentes choses qui peuvent effectivement être des symptômes de l'autisme, c'est pas forcément le terme, mais à partir de combien de ces choses-là on peut déceler un autisme? C'est pas quantitatif. On n'a pas un nombre de. Il y a eu à une époque un certain nombre de symptômes à avoir ou à ne pas avoir. Il n'en faut pas qu'un. Voilà, ça c'est la seule chose qu'on sait. Il en faut un peu plus. C'est la qualité vraiment des comportements qui va nous amener à poser un diagnostic d'autisme ou pas. Merci. Je vous en prie, Emma. Donc on en vient à la douleur, à la perception douloureuse qui peut être donc perçue différemment de celle de personnes neurotypiques, dites sans autisme, et qui peut être surtout exprimée bien différemment. Donc de façon générale, quand même rappeler que la douleur, c'est un bon lanceur d'alerte. C'est en général ce qui nous conduit à consulter un médecin, un spécialiste, à s'inquiéter, à être traité et à préserver, retrouver notre état de santé. Donc quand la douleur n'est pas exprimée, voilà, on consulte moins et l'état de santé peut se dégrader. Donc la voir vraiment comme une alliée. Alors on a une définition officielle que la douleur est l'expression d'une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en tels termes, ou en d'une telle lésion, pardon. Alors c'est une définition indigeste, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'expression d'une expérience. Et l'expérience, vous, moi, on a une expérience différente de la douleur. Une personne avec trouble du spectre autistique aura encore une expérience différente liée à sa sensorialité. Voilà. Et c'est une expérience sensorielle, émotionnelle. Donc émotionnelle, les personnes avec autisme ont aussi un niveau de stress qui commence le matin au réveil. Donc forcément, l'émotion n'est pas la même, le ressenti n'est pas le même, l'expression n'est pas la même. Donc, c'est les particularités, ce qu'a dit Nelly, c'est le traitement de l'information sensorielle qui est atypique, avec des hypos, des hyper, avec des sensations qui, pour nous, ne sont pas douloureuses. Par exemple, je pense au brossage de dents, qui est assez... la brosse à dents qui frotte sur les gencives avec le bruit associé, et puis voir le fluor, le goût du dentifrice en plus. Pour nous, ça va être un soin dentaire. Pour les personnes avec autisme, ça peut être vraiment associé à une expérience douloureuse. Donc ça, c'est des choses, un ressenti différent. Et des difficultés aussi dans l'expression de la douleur, soit qu'elle est absente, soit qu'elle est différée. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve pas mal chez les personnes avec autisme. Donc il y a un ralentissement du traitement de l'information qui fait que l'information peut arriver plus tardivement et s'exprimer plus tardivement. Et parfois, on peut avoir des lésions assez sérieuses, des fractures, pourquoi pas, avec une expression de la douleur qui se fera dans les 5 minutes, dans l'heure, la journée d'après. Donc c'est aussi bien différent de nous. L'expression va être inappropriée, plutôt par le comportement. Donc c'est plutôt les modifications de comportement qui vont nous faire dire qu'une personne est douloureuse. Et puis les difficultés de pointage et absence de représentation du schéma corporel, puisque quand bien même on repère la douleur, encore faut-il savoir où la personne a mal pour pouvoir la prendre en charge. Donc, en matière d'autisme, la prévention, c'est un enjeu de taille. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout si on a du mal à repérer la douleur et puis à retrouver la cause. Autant prévenir. Donc, pour les personnes avec troubles du spectre autistique, ça se joue à différents niveaux. Dès tout petit, dès le plus jeune âge, familiariser, sensibiliser, communiquer, évaluer. Ça veut dire qu'au maximum, l'enfant
a connaissance de son médecin traitant, à quoi ressemblent les lieux, à quoi ressemblent les odeurs qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on y fait chez son médecin traitant. Au plus, il sera préparé à ces rencontres. Nelly l'a dit, toute expérience nouvelle qui change de la routine est compliquée, donc plus on sensibilise, mieux c'est. Souvent, ces enfants, c'est ceux qui connaissent le moins le médecin de famille, puisque la maman, quand elle y va, ou le papa, quand il y va, souvent s'épargne le fait d'y aller avec l'enfant parce que la salle d'attente est compliquée, parce que le rendez-vous va être compliqué. Et donc, ces enfants-là ont tendance à ne pas y aller, sauf si vraiment l'état de santé est perturbé. Alors qu'au contraire, plus il serait au contact du médecin, plus le médecin aussi est sensibilisé à la présence de l'enfant. Plus tard, en grandissant, ça reste les mêmes problématiques, avec en plus la prise de rendez-vous de suivi. C'est des personnes aussi qui ont des défauts de planification. Donc pour eux, planifier des rendez-vous, anticiper des rendez-vous, prendre son téléphone, c'est autant de choses difficiles. Et on le sait, si le rendez-vous dentaire, on ne le prend pas suffisamment avant, on n'ira pas, ou on n'ira que quand ça fait mal. Donc ça, c'est un accompagnement aussi pour certains à faire à l'âge adulte. Et à tout âge, se constituer en équipe autour de la personne et compter sur les compétences familiales, notamment les enfants, pour que ce soit des équipes médico-sociales, que ce soit les médecins, vraiment demander à la famille son avis, comment va l'enfant, à leur avis, est-ce qu'il a mal quelque part ou est-ce qu'il pourrait avoir mal. C'est vraiment des bons partenaires, les familles. Ne pas se renfermer, quoi. Concrètement, c'est ça. Voilà, c'est un travail d'équipe. Prévenir, c'est aussi former et s'informer. Parce que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est avant tout un état de bien-être physique, mental et social. Alors, c'est une belle définition de l'OMS. Et vraiment, la santé, la bonne santé, c'est un état global. Donc les troubles du sommeil, quand on ne dort pas la nuit, ou qu'on dort la journée, ou qu'on se réveille toutes les 2 heures, ce n'est pas être en bonne santé. Donc ça, c'est aussi une vigilance à avoir. Et les personnes avec TSA sont très sujettes aux troubles du sommeil. Également aux troubles alimentaires, avec une alimentation qui peut être compulsive, qui peut être sélective, exclusive, des sensations de faim, de satiété perturbées, donc qui conduisent des personnes qui vivent seules à domicile, avec pourtant des bons niveaux de compréhension, peuvent oublier de manger, mais parce qu'elles n'ont pas faim. Donc ça, c'est aussi un apprentissage à faire, qu'il y a des heures pour manger, en tout cas qu'il faut manger dans la journée régulièrement. Et avec d'autres symptômes plus rares, avec le pica notamment, qui est l'ingestion d'aliments qui ne sont pas des aliments, voilà, comme des cailloux par exemple. Il y a également beaucoup de troubles psychiques, beaucoup plus que dans la population classique. Chez les personnes avec TSA, souvent on considère qu'il est autiste. Voilà, il est autiste, c'est sa pathologie. On peut être aussi dépressif en étant autiste, ça n'empêche pas, au contraire. Et pourtant, c'est les personnes qui reçoivent le moins de prescriptions d'antidépresseurs ou qui sont le moins suivies par la psychiatrie. Et puis, être en bonne santé, c'est aussi avoir un parcours assez équilibré. Et c'est des personnes qui sont vraiment sujets aux ruptures de parcours dans la vie de tous les jours. Le travail, les relations amoureuses, le médico-social, enfin, tous les domaines de la vie. Donc accompagner les personnes avec TSA, c'est donc leur donner un maximum de compétences pour maintenir leur état de santé. C'est aussi former et informer les familles, les personnes autour, qu'on appelle les aidants, et les professionnels qui interviennent auprès des personnes. Alors pour ça, il y a des sources, il y a des ressources, notamment le centre ressources autisme. Alors les centres, il y en a plusieurs en France. Pour notre région, il se situe à Lyon, au Vinatier. Donc, c'est une ressource pour les professionnels médicales. Un médecin peut appeler pour savoir je suis en difficulté, je ne sais pas, les antalgiques, avec une personne qui a des TSA, qu'est-ce que je fais ? Il y a des confrères là-bas qui sont formés et qui peuvent y répondre. C'est une ressource pour les familles et pour les personnes elles-mêmes, avec des formations aux familles, des formations aux personnes, de la pérédance. Les équipes mobiles, donc je prêche pour ma paroisse, j'en fais partie, mais c'est aussi la volonté de sensibiliser à toutes ces questions-là, le grand public aussi, pas que les professionnels médico-sociaux, en appui aux établissements et en accompagnement direct auprès des personnes. On a également des ressources documentaires, les banques d'images, pictos comme Santé BD, le ministère de la Santé qui fournit des kits pédagogiques, il y en a un récemment qui a été publié, et le numéro Autisme Info Service. Le collectif Douleur également, alors je vois le temps qui défile, j'en parlais très vite. Voilà.
Donc, qui est un groupement d'infirmiers, de médecins au Vinatier qui travaillent vraiment sur les questions de la douleur et sur la diffusion de toutes les recherches qui sont faites. Je vous renseignerai mieux sur le stand. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous proposer. On va juste finir parce que les lieux de soins. Alors, vous avez vraiment 10 secondes. Première intention, les mêmes que les nôtres, ça c'est important. Le médecin traitant, le droit commun doit être le premier partenaire. Quand c'est vraiment pas possible, il y a des lieux adaptés qu'on pourra vous présenter sur le stand. Voilà, donc elle vous invite fortement à les rejoindre sur le stand. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous, mesdames.